Monsieur Omarjee, bonjour. Bonjour. Vous êtes maintenant président de la commission du développement régional. Vous êtes aussi membre de la commission des budgets et du contrôle budgétaire. Vous venez de La Réunion et vous faites partie du groupe The Left. Alors, j'ai déjà quelques questions que les internautes nous ont posées en préparation de notre interview. Vous faites maintenant partie des députés européens les plus expérimentés au Parlement européen. Depuis 2012, ça fait déjà un petit temps. Mais j'aimerais remonter à votre arrivée au Parlement européen, justement en 2012. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous êtes arrivé en tant que député européen ? Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, de pouvoir converser avec les citoyens européens et les internautes. C'est une question qui n'est pas simple en réalité, parce que les souvenirs sont très nombreux. Mais la chose qui m'a sans doute le plus marqué, c'est qu'il y avait peut-être peu de gens qui me ressemblaient. Et sans doute le manque de diversité dans cette Assemblée européenne. Et cela s'est aggravé d'ailleurs avec le Brexit, parce qu'il y avait beaucoup de collègues qui faisaient partie des minorités indiennes ou pakistanaises. Donc ce manque de diversité. Mais en même temps, au Parlement européen, je n'ai pas ressenti ce que je ressens parfois en France, ce rapport un peu colonial, où les députés qui viennent des Outre-mer sont un peu perçus comme des députés exotiques. Ici, on prend beaucoup plus rapidement sa place par rapport à ses compétences et à son travail. D'accord, merci. Et vous avez vécu les élections européennes de 2014 et de 2019, donc vous en êtes déjà à la 3e législature, donc vous avez eu le temps de connaître, de découvrir beaucoup plus le Parlement européen. Comment, à votre sens, le Parlement européen a-t-il évolué depuis ces 9 années que vous avez passées ici ? L'évolution a été considérable. D'abord, lorsque je suis arrivé en 2012, membre de la commission des budgets, je disais toujours, ce Parlement doit avoir le courage de ses pouvoirs. Parce qu'il est vrai que le traité de Lisbonne nous conférait des pouvoirs en matière de codécision sur les grandes politiques européennes. Mais trop souvent, le Parlement européen, à la fin, disait plus souvent oui que non, où le Parlement européen ne poussait pas le Conseil dans ses retranchements dans les différentes négociations. Et ceci a profondément changé, nous l'avons vu d'ailleurs dans la négociation sur le dernier budget, où l'action du Parlement européen a permis de rectifier quand même le très mauvais budget qui était proposé par les chefs d'État. Nous avons obtenu 16 milliards d'euros supplémentaires, des dispositions sur l'état de droit. C'est grâce au Parlement européen. La deuxième chose qui a changé, c'est que le Parlement européen était gouverné par une majorité socialiste et Parti populaire européen. Ce n'est plus le cas depuis les élections européennes de 2019. Plus personne n'a la majorité absolue, pas même le PS et le Parti populaire européen. Donc, du coup, il y a une plus grande vitalité démocratique et je crois que c'est quelque chose de très positif. Et puis, enfin, il faut quand même avoir à l'esprit que la présidente von der Leyen a été élue avec quelques voix de majorité. Donc cela donne du pouvoir au Parlement et nous le voyons bien, nous nous saisissons de ce pouvoir dans notre action au quotidien. Et est-ce que cela donne aussi beaucoup plus de pouvoir à votre groupe spécifiquement ? Bien sûr, nous sommes un groupe qui à la fois contribuons à l'action, partout dans les commissions, nos députés travaillent, faisons des propositions, nos amendements sont parfois adoptés, souvent adoptés. Moi-même, j'ai mon action en tant que président de la commission du développement régional. Et puis, un Parlement, c'est un endroit où on parle, où on doit débattre. Il faut de la confrontation politique. Et nous sommes un groupe qui incarnons une vision sur l'Europe qui est différente des politiques qui sont actuellement déployées au niveau de l'Union européenne. Et je crois que c'est important que cette voix soit forte et que cette voix soit entendue. Alors, on a parlé de votre évolution, et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du présent. Voilà, on a commencé ce nouveau mandat en 2019, vous avez été réélu avec succès. Malheureusement, le Covid est passé au milieu, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce début de mandat ? On arrive presque à mi-mandat maintenant. Qu'est-ce qui, pour vous, a été vraiment les éléments les plus marquants de
de ce premier mandat? Évidemment, c'est la crise du Covid qui est un choc dans l'ensemble des pays européens à l'échelle mondiale. Et lorsque vous exercez une responsabilité politique, évidemment, vous êtes écrasé par le poids des responsabilités qui vous incombent dans ce temps de crise qui est inégalé. Bon. Donc, bien sûr, c'est la crise du Covid qui domine tout le début de cette législature. Et tout notre travail, en particulier dans la commission que je préside, tout notre travail est tourné actuellement dans les réponses que nous pouvons apporter à cette crise. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler ensuite. Et puis le deuxième élément, qui est un moment historique, c'est la sortie évidemment du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous sommes les députés européens qui avons à connaître ce moment. Je ne sais pas si on a le temps d'en discuter dans le détail, mais cela représente tout de même, c'est un signal très négatif. Pour la première fois, l'Union européenne, ce n'est pas l'accueil de nouveaux pays, mais c'est le retrait d'un pays. Et je crois que ce retrait s'est fait sur des bases qui ne sont pas des bases progressistes. Ce sont des replis nationalistes, libéraux, identitaires. Et le grand combat que nous devons mener ici au Parlement européen, parce qu'il porte la question de l'avenir même du projet européen, c'est le combat contre les nationalismes. Ce mot est aujourd'hui un peu tabou, on n'en parle plus beaucoup. Sauf que lorsque vous avez une lecture de ce qui se passe à l'échelle du monde et aussi à l'intérieur de l'Union européenne, vous observez que les forces véritablement nationalistes retrouvent de la vigueur. Et donc cela rend le débat politique extrêmement animé, mais c'est un débat historique parce que de la capacité que nous aurons à combattre le nationalisme dépend en réalité l'avenir même de l'Union européenne et de la solidarité entre les pays de l'Union européenne. Et est-ce que vous voyez ce nationalisme émerger dans un nombre significatif de pays de l'Union européenne ou pour vous, est-ce que c'est plutôt anecdotique et minoritaire? Non, ce n'est pas anecdotique. Les idées nationalistes grandissent dans la tête des gens. Et c'est pourquoi la journée du 9 mai est une journée extrêmement importante. Parce que le 9 mai, nous devons faire vivre cette idée, ce sentiment d'appartenance fondé sur des valeurs de solidarité. Considérez que parce que vous êtes français, la situation en Pologne, en Bulgarie, en Espagne, dans les régions ultra-périphériques, a tout aussi autant d'importance que la situation d'un Français. Vous savez, je raconte toujours une anecdote. Les internautes connaissent peut-être Aimé Césaire. J'étais en sa présence et quelqu'un lui disait « Mais vous savez, on va sans doute moins bien traiter les régions ultrapériphériques avec l'élargissement. » Et Aimé Césaire l'a regardé d'un air curieux et lui a dit « Jamais nous ne devons faire prospérer nos intérêts sur le manque de fraternité et de solidarité pour les autres. » Et l'engagement européen, c'est cela. Pour autant, évidemment, chaque député européen défend les intérêts de son pays, mais dans la prise en compte de cet intérêt qui est global. Donc voilà très rapidement les évolutions telles que je les perçois. Et justement, vous êtes député européen français et vous êtes aussi réunionnais. Quelle est pour vous cette double appartenance quelque part, parce que vous accordez énormément d'importance aussi à la défense en général des régions ultrapériphériques. Comment vous vous situez par rapport à ça en général? Bien sûr, c'est une appartenance qui est plus que double. Bon, parce que lorsque vous êtes réunionnais, d'abord vous êtes réunionnais, mais vous êtes aussi africain, parce qu'on est dans ce bassin indien-océanique, donc on est aussi indien-océanien. Et puis vous êtes français, parce que la Réunion est une région française,
et vous êtes européen. Eh bien, nous vivons cela de manière, je crois, assez harmonieuse. Et j'invite toujours tout le monde à regarder un peu, je ne veux pas dire modèle ou exemple, mais à regarder un peu ce qui se passe chez nous dans ces moments troublés ici en Europe. Je crois qu'on pourrait trouver beaucoup d'enseignements, mais dans ce Parlement européen, c'est vrai que depuis le premier jour de mon mandat, je défends avec beaucoup d'intransigeance les intérêts des outre-mer, les intérêts des régions ultrapériphériques, les intérêts des îles en général. Et l'Europe également est un continent qui a un nombre de façades maritimes considérables et énormément d'îles. Je pense aux îles italiennes, aux îles grecques, et aux îles portugaises. Et vous avez sans doute une sous-estimation de la dimension insulaire. Et en tant que président de ma commission, nous avons décidé avec les membres de ma commission de faire en sorte que les îles soient mises à l'agenda et nous allons prendre un certain nombre d'initiatives pour elles. D'accord, très bien. Donc vous avez déjà parlé de ce que signifiait pour vous la journée de l'Europe, la solidarité, tout ce qui est construire ensemble cet espace au-delà des nationalismes. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, qui est une nouvelle étape, on peut dire, dans la construction de l'Union européenne ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut espérer évidemment la plus grande participation des citoyens, parce que l'Europe ne peut pas continuer à avancer en tournant le dos au peuple européen. Et nous avons aujourd'hui une demande très grande, je le constate en tant que député européen dans l'exercice quotidien de mon action, une demande très grande de participation. Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Les citoyens ont énormément d'idées, mais plus encore, ils doivent devenir des acteurs véritablement de la vie institutionnelle. Donc, nous devons faire en sorte que cette conférence sur l'Europe soit la plus ouverte, que les voix critiques puissent s'exprimer. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, une grande incompréhension parfois de l'action des institutions européennes, mais aussi une grande colère par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre, et puis aussi beaucoup d'idées. Donc, nous voulons que cette conférence soit surtout une conférence citoyenne. Et puis, en tant que députés européens, dans le cadre de notre groupe, nous espérons véritablement que l'Union européenne puisse prendre un autre chemin. La crise du Covid nous montre combien beaucoup d'idées qui étaient considérées comme des idées ad vitam aeternam, aujourd'hui n'ont plus de sens, sont absolument devenues absurdes parce que déconnectées par rapport à la nouvelle réalité qui est devant nous. Donc, nous espérons évidemment qu'on puisse aller, pourquoi pas, vers des modifications du traité qui tirent toutes les leçons du naufrage des politiques libérales et parfois ultra-libérales qui ont été mises en œuvre et qui ont créé tant de difficultés dans la crise actuelle que nous connaissons, qui est celle du Covid. D'accord. Et donc justement sur le Covid, on va parler des politiques, tout ça, mais j'aimerais un peu revenir sur votre vécu. Comment vous avez vécu le déclenchement de cette pandémie? Comment vous l'avez vécu en tant qu'être humain et aussi en tant que député? Comment vous avez réussi à travailler au quotidien et à maintenir l'activité législative de la Commission du développement régional dont vous êtes le président? Oui, au plus fort de la crise, dès le mois de mars, en tant que président de la Commission du développement régional, je voyais que le visage de l'Europe commençait à être défiguré et que les régions européennes n'avaient pas les moyens de faire face aux difficultés qui étaient devant elles.
pas de possibilité de fournir des masques à la population, manque de respirateurs artificiels, des entreprises qui tombaient en faillite avec des problèmes de trésorerie. Et nous avons pris la tâche de la Commission européenne, de la commissaire Ferreira. Et je veux dire que c'est la politique de cohésion qui a apporté les premières réponses dans le temps de crise, alors que nous étions dans une situation quasiment bloquée. Mais le Parlement européen a continué à travailler. Et nous avons, dans un temps tout à fait record, adopté des règlements qui ont permis de redéployer 37 milliards de fonds pour les régions européennes. Ce sont des fonds qui ont permis partout d'acheter des masques, des respirateurs artificiels, d'aider les entreprises, de venir en soutien pour le chômage, d'augmenter les fonds européens d'aide aux plus démunis parce que la pauvreté explosait partout en Europe, c'est-à-dire d'augmenter les colis alimentaires. Commission emploi, commission du développement régional, nous avons fait ce travail. Et c'est pourquoi il était très important que le processus législatif ne soit pas interrompu. Un Parlement ne peut pas s'interrompre. C'est pas possible. On ne peut pas fermer les portes du Parlement. Elles doivent toujours rester ouvertes. Et à tout moment, les députés doivent continuer à travailler. C'est ce que nous avons fait. Et puis, nous avons apporté des réponses supplémentaires ensuite. Un règlement, REACT-EU, 50 milliards d'euros. Mais dans cette crise du Covid, nous devions aussi continuer le travail ordinaire. Parce que vous savez que les règlements européens, ça fonctionne de manière pluriannuelle cette année. Et nous étions engagés avant la crise du Covid dans une négociation sur l'ensemble des fonds de la cohésion à hauteur de 370 milliards d'euros. Il fallait les poursuivre. C'était très compliqué parce qu'il fallait organiser des réunions de négociation. On ne peut pas le faire en virtuel. Quand on négocie, il faut être dans une salle. Bon. Parce que vous devez convaincre le Conseil européen. Mais nous l'avons fait et nous avons conclu les négociations. Ça veut dire que tous les programmes qui étaient attendus vont pouvoir démarrer en temps et en heure et c'est extrêmement important. Et est-ce que dans ce fonctionnement du Parlement européen sous Covid, vous avez vraiment senti que les députés européens se serraient les coudes ou réussissaient à travailler plus facilement ensemble ou plus difficilement ensemble? Concrètement, comment s'est passée l'ambiance générale? Tout le monde était sur le pont, mais en tout cas dans ma commission. Bon, paradoxalement, peut-être qu'il y avait une plus grande facilité parce que les députés étaient chez eux, donc très disponibles pour participer aux réunions. Mais tout de même, il faut revenir à une situation normale, parce que nous sommes un Parlement. Et en commission également, il faut du débat. Il faut du débat avant les votes. Bon, il faut de la confrontation. Il faut pouvoir se rencontrer pour réaliser les meilleurs compromis, pour prendre en compte aussi les positions minoritaires. Et au fur et à mesure, on voit que la situation semble revenir à une plus grande normalité. Et c'est tant mieux, c'est beaucoup mieux, même si nous avons traversé cette période, je crois, de manière très honorable. Et justement, vous parlez du futur. Quel est le futur? Est-ce que vous soutenez l'idée de ce passeport vaccinal? Quelle est votre position par rapport à la vaccination en général? C'est toujours des questions très compliquées, parce qu'il n'y a pas de réponse manichéenne. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne fait pas de la politique avec des slogans, et que le travail législatif est un travail sérieux. Bon, ce n'est pas les commentaires sur Twitter ou sur Facebook qui vont remplacer l'étude sérieuse d'un dossier. Parce que nous légiférons pour 500 millions d'Européens. Les gens doivent savoir que lorsque nous travaillons, nous avons avec nous, en tout cas en tant que président de commission c'est le cas, nous avons avec nous des services juridiques qui évaluent l'impact de telle ou telle proposition que nous faisons, leur conformité avec le traité, etc. Donc ce ne sont pas des réponses simples. Sur le passeport vaccinal, je fais partie de ceux qui ont voté pour. Même si j'avais beaucoup de raisons, peut-être de voter contre.
ou de m'abstenir, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Il ne faut surtout pas que nous basculions dans une société du contrôle qui viendrait heurter les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. C'est une question aussi très sérieuse. Mais je crois que cette question a été bien évaluée par les commissions Libé, que des garde-fous ont été posés et que, bien sûr, ce qui est provisoire ne doit pas devenir définitif. Mais pourquoi est-ce que j'ai voté pour ? Parce que nous sommes dans un temps de crise tout à fait exceptionnel où nous apprenons en marchant et nous devons trouver des solutions pragmatiques adaptées. Et je viens d'une île, La Réunion, mais je peux parler au nom de l'ensemble des régions du Sud et des régions et des îles qui ont une économie qui sont très liées au tourisme. Et du côté de ces régions, il y a une demande très forte pour que la saison touristique qui arrive ne soit pas perdue. Parce qu'autrement, il y aura des catastrophes très très grandes, c'est-à-dire encore plus de chômage, plus de pauvreté, plus de baisse du PIB. Donc nous devons sauver la saison touristique, nous devons aider aussi à ce qu'une vie normale, enfin une vie normale adaptée évidemment, puisse être de retour. Car autrement, alors nous nous condamnons à rester dans une situation très difficile où les circulations ne se font pas, où les confinements se poursuivent. Ce n'est pas ce que souhaitent non plus les citoyens. Et je crois que chacun est prêt à quelques contraintes, mais retrouver quand même un semblant de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que nous serons extrêmement vigilants pour que, évidemment, ce qui a été décidé reste limité et beaucoup de garde-fous ont été posés et m'ont convaincu. Et par rapport à la politique des États membres et de l'Union européenne, par rapport au vaccin, est-ce que vous souhaitez qu'elle s'améliore ou comment vous évaluez cette politique des vaccins depuis le départ, depuis les problèmes avec AstraZeneca, les problèmes de manque de fourniture? Comment vous évaluez tout ça? Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses n'ont pas été parfaites. On a parlé de fiasco vaccinal. Bon, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a eu du retard à l'allumage, du retard au démarrage. Et il a un coût. Et je crois que ce retard aujourd'hui commence à être comblé et que nous arriverons à un niveau de couverture vaccinale à l'échelle de l'Union européenne tout à fait satisfaisant à la fin juillet ou au début du mois d'août. Mais la grande bataille aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une confiance dans le vaccin. Et si je peux passer un message, bien que les gens sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent, c'est que malgré tout, le vaccin reste le meilleur rempart à ce jour pour faire en sorte que l'épidémie puisse reculer et pour sauvegarder la santé des personnes. Mais chacun fait évidemment ce qu'il veut. Cette crise du Covid, elle doit, les acteurs européens doivent se dire que soit nous arriverons à surmonter cette crise et à renvoyer cette idée que l'Union européenne a été en capacité de trouver des solutions sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, soit, si ce n'est pas le cas, alors il y a un risque très grand pour l'avenir même de l'Union européenne, parce que le Covid est un choc considérable dans la conscience des peuples européens et dans la vie des peuples européens, et c'est pourquoi nous sommes tous au travail. C'est parfait parce que vous me donnez pile la bonne transition pour ma dernière question. D'accord. Comment voyez-vous l'Union européenne dans 15 ans? Attention.
Quel âge vous aurez? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite une Union européenne qui soit plus démocratique encore, qui soit une Union européenne définitivement tournée vers les objectifs en matière du climat et de sauvegarde de la biodiversité, c'est-à-dire avec des politiques écologiques. C'est le grand défi stratégique. Donc une Union européenne qui soit plus verte, une Union européenne qui tourne le dos définitivement aux politiques libérales et ordo-libérales, mais surtout que l'Union européenne puisse être un modèle de progrès à l'échelle du monde. C'est-à-dire à la fois en matière de démocratie, et faisons très attention aux mises en cause sur l'état de droit et des libertés en Europe, pas seulement en Pologne et en Hongrie. Vous voyez partout aujourd'hui que les choses commencent à se gripper. Donc, sur ce plan également, est porteur de progrès, parce que si la condition des travailleurs en Europe régresse, il n'y a aucune chance pour que les conditions des travailleurs en Inde, en Chine, au Bangladesh ou en Afrique évoluent. Donc voilà, nous avons sur ce plan une très grande responsabilité. Monsieur le député, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont suivi cette émission. J'attire votre attention sur le fait que tous les citoyens peuvent participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe en allant sur la plateforme. Il y a encore aussi beaucoup d'activités cette semaine dédiées à la Journée de l'Europe que vous pouvez suivre sur notre site notrejourneedeleurope.eu. Je vous remercie encore et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bonne soirée, monsieur le député. Bonne soirée.